Vous ne croirez jamais ce qu'un système corrompu a osé faire à une héroïne de la marine française. Accrochez-vous, car cette histoire va vous faire bouillir de rage. Avant de plonger dans ce récit brûlant, si vous êtes prêt à vibrer avec cette lutte pour la justice, tapez 1 dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne. Si vous n'êtes pas convaincu, donnez un like pour défier le système avec nous. Et surtout, restez jusqu'à la fin, une révélation choc vous attend, prête à tout bouleverser. Dans les rues vibrantes de Marseille, Claire Dubois, tireuse d'élite légendaire de la marine française, fend l'air au volant de son élégante Porsche noire, symbole de son succès durement gagné. Fille d'immigrés nord-africains, elle incarne une réussite éclatante, défiant les préjugés d'une société encore marquée par l'injustice. Mais ce soir-là, alors qu'elle dépasse une voiture de police mal garée, tout bascule. Jacques Martin, un officier aigri, voit dans cette femme audacieuse et prospère une menace à son ego fragile. Aveuglé par un racisme insidieux, il se lance dans une poursuite effrénée, non pas pour faire respecter la loi, mais pour écraser celle qui ose briller plus fort que lui. Les pneus crissent, le cœur de Claire bat à tout rompre, et dans un virage fatal, Jacques perd le contrôle, percutant violemment l'arrière de la Porsche. Le choc est brutal. Métal tordu, rêve brisé. Claire, indemne mais bouillonnante de rage, sort de sa voiture, son regard perçant défiant Jacques. « Vous avez voulu m'humilier, mais c'est vous qui tomberez », crie-t-elle, sa voix tremblante de colère face à l'injustice criante. Ce n'est pas qu'un accident, c'est une déclaration de guerre contre un système qui veut la réduire au silence. Une étincelle s'allume. Claire ne se soumettra pas. Cette nuit-là, elle jure de riposter, non seulement pour elle, mais pour tous ceux que ce système corrompu a osé écraser. Sous les néons tremblants de Marseille, la nuit s'embrasait d'une tension palpable, comme si la ville elle-même retenait son souffle face à l'injustice qui venait de se dérouler. L'accident entre la Porsche de Claire Dubois et la voiture de police de Jacques Martin n'était pas un simple choc de métal. C'était une collision entre deux mondes. Celui d'une femme noire, fière, issue des quartiers populaires, devenue une héroïne de la marine française, et celui d'un système incarné par un homme incapable d'accepter son éclat. Alors que les débris fumaient encore sur l'asphalte, Claire, le cœur battant sous l'effet de l'adrénaline, sortit de sa voiture, son regard perçant défiant Jacques qui titubait, le visage crispé par la honte et la rage. Mais ce qui suivit transforma ce moment en une tragédie dont les échos résonneraient bien au-delà des rues de la cité phocéenne. Jacques, au lieu de reconnaître son erreur, se redressa, son uniforme froissé mais son arrogance intacte. Il s'approcha de Claire, un rictus méprisant aux lèvres, et lâcha des mots empoisonnés. « Tu crois qu'une femme comme toi peut défier la loi? Une arabe avec une voiture de luxe? Tu penses que ça passe inaperçu ?» Chaque syllabe était une lame, taillée pour humilier, pour réduire Claire à une caricature. La foule, attirée par le fracas, commençait à se rassembler, certains filmant la scène avec leur téléphone, mais aucun n'osait intervenir. Claire, les poings serrés, sentit une colère volcanique monter en elle. Elle n'était pas seulement face à un homme, elle affrontait un système qui, depuis son enfance dans les cités de Marseille, lui avait murmuré qu'elle ne serait jamais à sa place. « Je n'ai rien fait d'illégal », explosa-t-elle, sa voix tranchant l'air comme une balle. « C'est toi qui m'as poursuivi, toi qui as perdu le contrôle. » Mais Jacques, galvanisé par son pouvoir et l'indifférence des badauds, ricana. « Tu vas payer, Dubois. Personne ne croira une femme comme toi contre un flic. » La tension monta d'un cran lorsque Jacques, dans un geste provocateur, porta la main à son arme de service. Pour Claire, ce fut l'instant où le temps sembla ralentir. Son entraînement militaire prit le dessus. Réflexes aiguisés, instinct de survie. Elle dégaina son arme réglementaire, un pistolet qu'elle portait toujours en tant qu'officier de la marine, et tira une balle dans l'épaule de Jacques. Le coup résonna comme un cri de révolte, brisant le silence oppressant. Jacques s'effondra, hurlant de douleur, tandis que la foule reculait, horrifiée. Claire, le souffle court, réalisa l'ampleur de son acte. Elle n'avait pas voulu tuer, seulement se défendre, mais elle savait que ce geste serait déformé, utilisé pour la détruire. Sans réfléchir, elle remonta dans sa Porsche endommagée et démarra en trombe, laissant derrière elle un chaos qui n'était que le prélude d'une guerre plus vaste. Mais ce qui rendait cette scène encore plus glaçante, c'était l'élément que personne n'avait vu venir. Un drone, discret, survolait la scène, piloté par un mystérieux allié de Claire, un ancien camarade de la marine qui, depuis des mois,
documenter les abus de pouvoir dans la police marseillaise. Ce drone captura chaque seconde les insultes racistes de Jacques, son geste menaçant, le tir désespéré de Claire. Cette vidéo, encore inconnue du public, deviendrait plus tard une arme cruciale. Mais pour l'heure, Claire était seule, fuyant dans les ruelles sombres, son esprit en ébullition. Elle n'était pas une fugitive par choix, mais par nécessité, car elle savait que le système, avec ses griffes invisibles, ferait tout pour l'écraser. Jacques, transporté à l'hôpital, ne perdit pas de temps. Entre deux grimaces de douleur, il dicta un rapport mensonger à ses collègues, décrivant Claire comme une conductrice imprudente, agressive, qui avait tiré sans raison. Ces mots, trempés de venin, trouvèrent un écho immédiat auprès de ses supérieurs, déjà promptes à protéger l'un des leurs. Mais ce que Jacques ignorait, c'était que son arrogance avait allumé une mèche. Claire, bien que traquée, n'était pas brisée. Chaque insulte, chaque menace, chaque regard méprisant qu'elle avait enduré depuis son enfance, dans les rues, à l'école militaire, dans les couloirs du pouvoir, se cristallisait en une rage froide, stratégique. Elle ne se contenterait pas de survivre. Elle riposterait, non pas avec des balles, mais avec la vérité, une vérité si incandescente qu'elle consumerait ceux qui avaient osé la défier. Ce moment, où Claire fuyait sous le ciel noir de Marseille, marquait le début d'une bataille qui ne se limiterait pas à une femme contre un homme, mais à une femme contre un système tout entier. Une bataille où chaque pas, chaque décision, serait un acte de résistance. Et dans l'ombre, ce drone, témoin silencieux, portait déjà en lui l'espoir d'une justice que Claire, coûte que coûte, ferait éclater au grand jour. Si cette histoire d'injustice et de révolte vous a fait vibrer, laissez un 1 dans les commentaires pour soutenir Claire et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Dites-nous ce que vous ressentez. Likez si vous êtes en colère contre ce système. Partagez si vous croyez en la justice. Et surtout, préparez-vous. Le prochain épisode révèle un secret qui pourrait tout changer. Ne ratez pas ça. Dans l'obscurité pesante des ruelles marseillaises, où les ombres semblaient murmurer des vérités interdites, Claire Dubois disparaissait, son cœur pulsant d'une rage contenue mais inextinguible. La fuite de Claire, après avoir tiré sur Jacques Martin, n'était pas un acte de lâcheté, mais un cri de révolte contre un système qui l'avait déjà condamné avant même son procès. Alors que les sirènes hurlaient au loin et que la ville s'éveillait dans un chaos orchestré, un autre drame se préparait dans les coulisses d'un tribunal où la justice, travestie par le pouvoir, allait tenter de l'écraser une fois pour toutes. Le soleil se levait à peine sur Marseille lorsque Claire, traquée comme une criminelle, trouva refuge dans un entrepôt abandonné du port, un lieu où les conteneurs rouillés et les murs tagués semblaient garder les secrets d'une ville fracturée. Là, son frère Antoine, un ancien des forces spéciales, l'attendait, le visage marqué par une détermination froide. Mais ce qui rendait ce moment unique, c'était l'arrivée inattendue d'un vieil allié, un hacker surnommé Le Fantôme, connu dans les cercles clandestins pour avoir infiltré les systèmes de surveillance de la police. Ce dernier, un homme au regard perçant et aux doigts agiles, tendit à Claire une clé USB. « Tout est là-dedans », murmura-t-il. Les communications internes de Jacques, ses échanges avec Philippe Laurent, le juge. Ils ont tout planifié pour te faire tomber. La clé contenait des enregistrements compromettants, des conversations où Jacques avouait son mépris pour Claire, qualifiant son succès de provocation, et Philippe promettant un verdict exemplaire pour protéger l'ordre établi. Ce n'était pas seulement une preuve, c'était une bombe à retardement. Claire, serrant la clé dans sa main, sentit une colère incandescente l'envahir. Chaque mot de Jacques, chaque ricanement de Philippe, résonnait comme une insulte à tout ce qu'elle avait construit. Elle n'était pas seulement une femme noire ayant gravi les échelons de la marine, elle était un symbole vivant de ce que le système craignait, une voix qui refusait de se taire. Mais le tribunal, avec ses murs de marbre et ses rituels pompeux, n'était pas un lieu de vérité. Lorsque Claire fut arrêtée quelques heures plus tard, trahie par un informateur vénal, elle fut conduite menottée dans une salle d'audience où Philippe présidait, son visage impassible masquant une complicité vieille de décennies avec Jacques. Les preuves de Claire, la vidéo du drone, les enregistrements, furent balayés d'un revers de main. « Non recevable », déclara Philippe, sa voix dégoulinant de mépris. Les spectateurs, un mélange de journalistes complaisants et de fonctionnaires dociles, restaient silencieux, complices par leur inaction. Le procès fut une mascarade orchestrée avec soin. Jacques, le bras en écharpe, joua la victime héroïque,
décrivant Claire comme une menace publique qui avait tiré sans raison. Philippe, avec sa toge impeccablement repassée, lut le verdict d'une voix monocorde. 3 ans de prison, régime semi-ouvert et suspension définitive de son grade dans la marine. Chaque mot était un coup de poignard, non pas dans son corps, mais dans sa dignité. Claire, debout, menottée, fixa Philippe droit dans les yeux. « Vous pensez que ces chaînes me briseront ?» lança-t-elle, sa voix tremblante de rage mais ferme comme l'acier. « Vous avez condamné une innocente, mais c'est vous qui serez jugé par l'histoire. » La salle resta figée, mais aucun murmure ne vint troubler l'ordre imposé. Les caméras des journalistes, pourtant présentes, se détournèrent, préférant capturer l'image d'une femme brisée plutôt que celle d'une vérité gênante. Ce qui rendait cette injustice encore plus insupportable, c'était l'ajout d'une humiliation publique orchestrée par Jacques. Avant l'audience, il avait fait diffuser sur les réseaux sociaux une vidéo montée, extraite hors contexte du drone, montrant Claire dégainant son arme. Les commentaires en ligne, alimentés par une campagne de désinformation, la dépeignaient comme une soldate instable et une menace raciale. Marseille, ville de diversité mais aussi de fractures, s'enflamma de débats polarisés, certains la soutenant, d'autres la vilipendant sans connaître la vérité. Claire, dans sa cellule froide, découvrit cette vidéo sur un vieux téléviseur de la prison, et la rage qui l'envahit n'était pas seulement personnelle. Elle ressentait le poids de toutes les voix étouffées, de toutes les vies brisées par un système qui préférait protéger ses propres mensonges plutôt que d'affronter ses failles. Antoine, de l'extérieur, travaillait déjà avec le fantôme pour récupérer des copies des enregistrements originaux. Il savait que la clé USB, confisquée par la police, n'était pas perdue. Le fantôme en avait fait des copies cryptées, stockées sur des serveurs offshore. Cette lueur d'espoir, bien que fragile, était suffisante pour que Claire, dans l'obscurité de sa cellule, commence à tisser un plan. Elle n'était pas une victime, elle était une stratège. Chaque nuit, sous la lumière blafarde de sa cellule, elle écrivait mentalement les étapes de sa revanche, non pas pour détruire, mais pour exposer. Elle savait que la vérité, bien que bafouée, était une arme plus puissante que n'importe quelle balle. Et dans cette guerre, Claire Dubois n'avait pas l'intention de perdre. Dans les entrailles glaciales de la prison de Baumette, où les murs suintaient d'humidité et de désespoir, Claire Dubois, autrefois étoile de la marine française, était réduite à une ombre enchaînée. Le verdict injuste du juge Philippe Laurent, orchestré avec la complicité de l'officier Jacques Martin, avait brisé son rang, sa liberté, mais pas sa volonté. Chaque nuit, sous la lumière blafarde de sa cellule, elle revivait l'humiliation du tribunal, les regards fuyants des spectateurs, les mensonges de Jacques diffusés sur les réseaux sociaux. Mais loin de se résigner, Claire transformait sa rage en une arme affûtée, un plan aussi précis qu'un tir de sniper. Les barreaux qui l'entouraient n'étaient même pas une fin. Ils étaient le creuset où naîtrait sa contre-attaque. Au cœur de cet enfer carcéral, où les cris des détenus se mêlaient au cliquetis des clés, Claire trouva une lueur d'espoir inattendue. Une ancienne camarade de la marine, Aïcha, emprisonnée pour des raisons obscures, devint son alliée secrète. Aïcha, une femme d'origine algérienne au regard d'acier, connaissait les rouages du système pénitentiaire et ses failles. Elle murmura à Claire, lors d'un rare moment dans la cour, qu'un réseau clandestin opérait à l'intérieur de la prison, composé de détenus et de gardiens dissidents. Ce réseau, surnommé « Les Ombres », collectait des informations sur les abus de pouvoir, dont ceux de Jacques et Philippe. Aïcha glissa à Claire un bout de papier caché dans un pain rassis, un message codé indiquant un rendez-vous avec un contact extérieur. Ce contact, un ancien officier de la DGSE surnommé l'Aigle, promettait de coordonner une évasion si Claire pouvait prouver sa valeur. Cette révélation électrisa Claire. La colère qui bouillonnait en elle se mua en une détermination froide, stratégique. Elle ne serait pas une victime passive. Elle deviendrait l'architecte de sa propre justice. Chaque jour, Claire observait, analysait, mémorisait les rondes des gardiens, les angles morts des caméras, les livraisons de ravitaillement. Rien n'échappait à son regard aiguisé. Elle se rapprocha discrètement d'autres détenus, gagnant leur confiance par des gestes simples, partager une ration, écouter une histoire. Ces femmes, marginalisées comme elle, devinrent des pions dans son échiquier. Mais ce qui rendait son plan unique, c'était un élément audacieux. Claire découvrit qu'un vieux système de tunnels, datant de l'époque où Baumette servait de forteresse, courait sous la prison.
Ces tunnels, condamnés mais accessibles via une trappe oubliée dans la chaufferie, offraient une issue potentielle. Avec l'aide d'Aïcha, qui avait travaillé comme mécanicienne avant son incarcération, Claire cartographia mentalement ce labyrinthe souterrain, transformant chaque détail en une arme contre ses geôliers. La rage de Claire ne faiblissait pas. Elle s'amplifiait à chaque nouvelle humiliation. Les gardiens, influencés par les rumeurs propagées par Jacques, la traitaient avec mépris, lui refusant parfois des droits élémentaires. Un soir, un gardien corrompu, payé par Jacques, glissa une photo déchirée de Claire en uniforme de la marine dans sa cellule, accompagnée d'un mot « Tu n'es plus rien ». Ce geste, destiné à la briser, eut l'effet inverse. Claire serra la photo contre sa poitrine, ses larmes de colère traçant des sillons sur ses joues. « Vous vous trompez », murmura-t-elle dans l'obscurité. « Je suis tout ce que vous craignez. » Cette nuit-là, elle prit une décision irrévocable. Non seulement elle s'évaderait, mais elle ferait tomber ceux qui l'avaient là condamnée. Elle ne voulait pas seulement sa liberté, elle voulait leur chute. Avec Antoine, son frère, et l'Aigle, Claire élabora un plan d'une précision militaire. Antoine, opérant depuis l'extérieur, mobilisa un petit groupe d'anciens camarades de la marine, des hommes et des femmes prêts à risquer leur carrière pour elle. L'Aigle, grâce à ses contacts dans les services secrets, fournit des brouilleurs de signal et des explosifs non létaux pour neutraliser les systèmes de sécurité. Le jour J, un faux incident, une panne électrique simulée, plongea la prison dans le chaos. Aïcha, jouant son rôle à la perfection, déclencha une bagarre dans la cour pour détourner l'attention des gardiens. Claire, avec une agilité féline, se glissa dans la chaufferie, força la trappe et plongea dans les tunnels humides, guidée par une lampe de fortune. Chaque pas résonnait comme un défi au système qui l'avait trahi. Mais le danger était omniprésent. À mi-chemin, un gardien, alerté par un bruit, faillit la repérer. Claire, tapie dans l'ombre, retint son souffle, son cœur battant à tout rompre. Lorsqu'il s'éloigna, elle poursuivit, sa rage lui donnant des ailes. À la sortie du tunnel, Antoine l'attendait dans une camionnette banalisée. Lorsqu'elle émergea, couverte de boue mais libre, elle ne sourit pas. Elle serra la main d'Antoine, ses yeux brûlants d'une promesse. Ce n'est que le début. Jacques et Philippe vont payer. Dans l'ombre, l'Aigle observait, un sourire énigmatique aux lèvres. Il savait que Claire n'était pas seulement une fugitive. Elle était une tempête prête à tout balayer. Ce plan, tissé dans le secret et la rage, n'était pas seulement une évasion. C'était un manifeste. Claire ne fuyait pas pour survivre. Elle fuyait pour riposter. Chaque pas hors de la prison était un cri de guerre contre un système qui protégeait les puissants et écrasait les justes. Et dans sa poche, la clé USB, contenant les preuves de la corruption de Jacques et Philippe, était son arme la plus redoutable, prête à faire trembler les fondations d'une justice pervertie. Sous un ciel d'encre, où les étoiles semblèrent se détourner de la justice humaine, Claire Dubois, désormais fugitive, roulait à travers les routes sinueuses de la Provence, le visage marqué par une rage qui refusait de s'éteindre. Son évasion audacieuse de la prison de Baumette, orchestrée avec l'aide de son frère Antoine, du hacker Le Fantôme et de l'ancienne détenue Aïcha, avait défié un système corrompu, mais la liberté qu'elle venait de reconquérir n'était qu'un prélude à une guerre plus vaste. La clé USB, contenant les enregistrements compromettants de Jacques Martin et Philippe Laurent, reposait dans sa poche comme une grenade dégoupillée. Claire ne fuyait pas pour se cacher. Elle se préparait à frapper, à exposer ceux qui l'avaient injustement condamnée. Pourtant, le système, tapi dans l'ombre, n'avait pas l'intention de la laisser respirer. Dans une planque isolée, un mât provençal délabré niché entre des champs de lavande, Claire retrouva Antoine et l'Aigle, l'ancien officier de la DGSE. La pièce, éclairée par une lampe à pétrole vacillante, vibrait d'une tension palpable. Sur une table branlante, le fantôme déploya son ordinateur, révélant une nouvelle pièce du puzzle, une interception récente d'un échange entre Jacques et Philippe, capté via un serveur piraté. Dans cet enregistrement, Jacques, remis de sa blessure, ordonnait à Philippe de faire disparaître toute trace de la clé USB, même au prix de nouvelles falsifications. Philippe, avec son ton mielleux de magistrat, promettait d'activer ses contacts au sein du parquet pour relancer la chasse à Claire, la dépeignant comme une terroriste en fuite. Cette trahison renouvelée fit bouillir Claire. « Ils ne s'arrêteront jamais », siffla-t-elle, ses poings serrés jusqu'à en blanchir les jointures. « Ils veulent m'effacer, mais
Je vais les forcer à me regarder dans les yeux. » Ce qui rendait ce moment particulièrement enrageant, c'était une découverte glaçante. Jacques avait engagé un mercenaire, un ancien policier radié surnommé le Molosse, connu pour ses méthodes brutales. Ce dernier, armé d'un mandat officieux, traquait Claire non pas pour l'arrêter mais pour l'éliminer discrètement. Une photo floue, prise par une caméra de surveillance, montrait le Molosse rôdant près de l'ancien domicile d'Antoine à Aix-en-Provence. Cette menace directe contre sa famille décupla la fureur de Claire. Elle n'était plus seulement une cible, elle était une mère, une sœur, une femme qui avait tout sacrifié pour servir un pays qui la rejetait. « Ils ont touché à ma famille », murmura-t-elle, sa voix tremblante de colère. « Ils vont regretter d'avoir franchi cette ligne. » Avec une précision militaire, Claire, Antoine et leurs alliés élaborèrent un plan pour contre-attaquer. L'objectif, capturer Jacques et Philippe, les forcer à confesser leurs crimes devant une caméra et diffuser la vérité au monde entier. Mais le plan comportait un élément audacieux. Claire insista pour organiser l'opération dans un lieu symbolique, le vieux port de Marseille, où des années auparavant, elle avait prêté serment comme officier de la marine. Ce choix n'était pas anodin. C'était un défi lancé au système, une manière de reprendre le contrôle sur le lieu même où son honneur avait été forgé. Le fantôme pirata les caméras de surveillance du port, tandis qu'Antoine recruta 2 tireurs d'élite, anciens camarades de Claire, pour sécuriser le périmètre. L'Aigle fournit des brouilleurs pour neutraliser les communications de la police. La nuit de l'opération, Marseille semblait retenir son souffle. Sous une pluie battante, Claire, vêtue d'un manteau noir, se glissa dans un entrepôt désaffecté surplombant le port. Jacques, attiré par un faux rendez-vous arrangé par le fantôme, arriva seul, arrogant comme toujours. Philippe, convoqué sous prétexte d'une urgence judiciaire, suivit peu après. Lorsque les 2 hommes pénétrèrent dans l'entrepôt, les portes se refermèrent avec un claquement sinistre. Claire émergea de l'ombre, un pistolet à la main, mais son arme la plus redoutable était son regard, un mélange de rage et de justice implacable. « Vous pensiez que je disparaîtrais ?» lança-t-elle, sa voix résonnant comme un verdict. « Vous avez menti, manipulé, détruit des vies. Maintenant, vous allez parler. » Jacques tenta de ricaner, mais son assurance vacilla face à la détermination de Claire. Philippe, plus calculateur, invoqua son statut de juge, menaçant de conséquences légales. Mais Claire, inébranlable, activa un écran où défilaient leurs enregistrements compromettants. « Le monde saura qui vous êtes », dit-elle, brandissant la caméra. Sous la pression, et face à la menace d'une diffusion immédiate, les 2 hommes cédèrent. Jacques, le visage rouge de honte, admit avoir poursuivi Claire par racisme et jalousie. Philippe, les mains tremblantes, confessa avoir ignoré les preuves pour protéger son réseau de pouvoir. Chaque mot était un clou enfoncé dans leur arrogance. Mais le danger n'était pas écarté. Alors que la confession était enregistrée, un crissement de pneus déchira la nuit. Le Molosse, alerté par un traître dans l'entourage de Philippe, surgit avec une escouade armée. Les tireurs d'élite d'Antoine ouvrirent le feu, déclenchant une fusillade éclair. Claire, protégeant la caméra, plongea derrière une caisse, son cœur battant à tout rompre. Dans le chaos, elle cria à Antoine. « Fais sortir la vidéo, quoi qu'il arrive !» Le fantôme, depuis un van à l'extérieur, lança la diffusion en direct sur des plateformes cryptées, exposant la confession au monde entier. La rage de Claire, amplifiée par la trahison incessante du système, la poussa à se relever, défiant le feu ennemi pour protéger la vérité qu'elle avait arrachée. Cette nuit-là, Claire ne remporta pas seulement une bataille personnelle, elle alluma une étincelle qui menaçait de consumer les fondations d'un système pourri. Mais le Molosse, tapi dans l'ombre, jurait de la traquer. La guerre était loin d'être finie, et Claire, plus que jamais, était prête à se battre jusqu'au bout. Alors que l'aube perçait timidement les brumes du vieux port, Marseille se réveillait sous le choc d'une vérité explosive. La vidéo des confessions de Jacques Martin et Philippe Laurent, diffusée en direct par Le Fantôme, au cœur de la fusillade, avait enflammé les réseaux sociaux, les ondes radio et les âmes des Marseillais. Claire Dubois, fugitive traquée, était devenue en une nuit le symbole d'une révolte contre un système corrompu. Mais cette victoire, arrachée dans le sang et la fureur, n'était qu'un répit fragile. Jacques et Philippe, humiliés mais pas vaincus, mobilisaient leurs dernières ressources pour réécrire l'histoire, tandis que le Molosse, leur mercenaire,
rôdait toujours, prêt à frapper. Claire, tapie dans une nouvelle planque, savait que la bataille pour sa liberté ne faisait que commencer. Dans une arrière-salle enfumée d'un café discret des quartiers nord, où les murs portaient encore les cicatrices des émeutes passées, Claire, Antoine et leurs alliés se réunissaient sous une tension électrique. Les écrans des télévisions locales diffusaient en boucle des images floues de l'entrepôt, accompagnées de titres sensationnalistes. Fugitive militaire en cavale après un attentat contre la police. Jacques, le bras toujours en écharpe, apparaissait dans une conférence de presse, le visage blême, mais la voix pleine de venin. « Claire Dubois m'a attaqué sans raison », mentait-il. Ces mots soigneusement choisis pour rallumer les préjugés raciaux. Elle représente un danger pour notre société. Philippe, de son côté, invoquait son statut de juge pour exiger une enquête fédérale, accusant Claire d'avoir orchestré un enlèvement illégal. Chaque mensonge était un coup de poignard dans le cœur de Claire, ravivant une rage si profonde qu'elle semblait consumer l'air autour d'elle. « Ils osent encore mentir !» s'écria-t-elle, frappant la table du poing, faisant trembler les tasses de café. « Ils pensent qu'ils peuvent effacer la vérité avec leurs costumes et leurs micros !» Ce qui rendait ce moment particulièrement insoutenable, c'était une nouvelle menace inattendue. Une taupe au sein des autorités avait fourni à Jacques des informations sur les planques potentielles de Claire. Une descente de police, menée par le Molosse, déguisé en officier, avait failli la capturer dans une ferme des Alpilles la veille. Mais ce n'était pas tout. Une rumeur circulait dans les cercles judiciaires. Philippe avait convaincu un procureur influent, un certain Étienne Dubois, un cousin éloigné de Claire, rongé par la jalousie de son succès, de rouvrir une enquête sur son passé militaire. Il fouillait ses missions à l'étranger, cherchant à la discréditer en la peignant comme une soldate instable. Cette trahison familiale, ajoutée au mensonge public, fit bouillir Claire d'une colère viscérale. « Même mon propre sang se retourne contre moi !» rugit-elle, ses yeux brillants de larmes de rage. « Ils veulent me briser, mais je vais leur montrer ce qu'une femme comme moi peut faire. » Avec une détermination implacable, Claire et ses alliés contre-attaquèrent. Le fantôme pirata les serveurs du parquet, exhumant des courriels où Étienne et Philippe discutaient de neutraliser Claire avant qu'elle ne devienne un martyr. Antoine, de son côté, infiltra un gala caritatif où Jacques se pavanait, posant comme une victime héroïque. Déguisé en serveur, il glissa un mouchard dans la poche de Jacques, permettant à l'Aigle d'intercepter ses communications avec le Molosse. Le plan culmina dans une opération risquée. Diffuser les confessions originales, accompagnées des nouveaux courriels via une chaîne de télévision indépendante, TV Liberté, dirigée par une journaliste intrépide, Amira Benali. Cette diffusion, prévue lors d'une émission en direct suivie par des millions de téléspectateurs, devait coïncider avec une manifestation massive organisée par des activistes marseillais, indignés par l'injustice. La nuit de l'émission, Marseille vibrait d'une énergie explosive. Des milliers de personnes, brandissant des pancartes « Justice pour Claire », convergeaient vers la Canebière. Dans les coulisses de TV Liberté, Claire, cachée sous une capuche, supervisait la diffusion, son cœur battant à l'idée que la vérité éclaterait enfin. Mais à la dernière minute, le Molosse lança une attaque contre le studio, coupant l'électricité et semant la panique. Dans l'obscurité, Claire affronta le mercenaire dans un corps-à-corps brutal, sa rage décuplant ses forces. « Tu ne m'arrêteras pas !» cria-t-elle, le repoussant contre un mur. Le fantôme, depuis un serveur de secours, rétablit la diffusion juste à temps. Les visages de Jacques et Philippe, confessant leurs crimes, s'affichèrent sur les écrans géants de la Canebière, déclenchant une clameur assourdissante dans la foule. La vérité, enfin nue, embrasa la ville. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Les hashtags « Yo, Justice pour Claire » et « You, démasquez les menteurs » devenant viraux. Jacques, terré dans son bureau, sentit le sol se dérober sous lui. Philippe, acculé par ses propres collègues, tenta de fuir, mais fut intercepté par la police fédérale, alerté par la pression publique. Claire, épuisée mais inflexible, regarda la foule depuis un toit voisin, sa silhouette se découpant contre le ciel rougeoyant. Sa rage n'était pas apaisée. Elle était canalisée, transformée en une promesse de ne jamais laisser le système l'emporter. Mais le Molosse, blessé mais en fuite, et Étienne, tapi dans l'ombre, jurèrent de se venger. La bataille pour la justice n'était pas terminée, et Claire, plus que jamais, était prête à l'affronter.
Si cette lutte pour la vérité vous a bouleversé, laissez un 1 dans les commentaires et abonnez-vous pour suivre la suite de cette saga brûlante. Partagez si vous croyez que la justice doit triompher et dites-nous, que feriez-vous face à une telle trahison? Ne manquez pas le prochain épisode, où un secret familial pourrait tout changer. Sous la lumière crue du tribunal de Marseille, où les murs de marbre semblaient absorber toute chaleur humaine, la ville retenait son souffle. La diffusion virale des confessions de Jacques Martin et Philippe Laurent avait fissuré l'édifice de leurs mensonges, transformant Claire Dubois, autrefois fugitive, en une icône de la résistance. La canebière, encore vibrante des cris de la foule réclamant justice, portait l'écho d'une révolte qui ne s'éteindrait pas. Mais dans cette salle d'audience, où la vérité affrontait enfin le pouvoir, Claire savait que la victoire ne serait pas un baume apaisant sa rage, mais un feu qui la pousserait à continuer. Jacques et Philippe, acculés, allaient répondre de leurs crimes, mais le système qu'ils incarnaient n'était pas encore prêt à plier. Assise au premier rang, Claire, vêtue d'un tailleur noir impeccable, fixait le banc des accusés avec une intensité qui glaçait l'air. Jacques, le visage émacié, triturait nerveusement ses mains, incapable de croiser son regard. Philippe, jadis arrogant dans sa toge, semblait diminuer, ses yeux fuyants trahissant une peur qu'aucun discours ne pouvait masquer. Le nouveau juge, une femme nommée Isabelle Moreau, ouvrit la session avec une gravité solennelle. Les preuves soumises, incluant les confessions publiques des accusés, exigent une réévaluation complète du dossier, déclara-t-elle, sa voix résonnant comme un verdict anticipé. Mais ce qui rendait ce moment particulièrement enrageant, c'était une révélation inattendue. Un rapport interne, exhumé par Le Fantôme, montrait que le procureur Étienne Dubois, cousin de Claire, avait tenté de saboter l'audience en falsifiant des témoignages pour protéger Philippe. Cette trahison familiale, orchestrée par un homme qu'elle avait autrefois considéré comme un frère, fit jaillir en Claire une colère si brute qu'elle dut serrer les accoudoirs pour ne pas exploser. « Même mon sang me trahit pour servir leurs mensonges », murmura-t-elle à Antoine, assis à ses côtés, dont le regard brûlait d'une fureur contenue. Le procès s'ouvrit sur les confessions enregistrées, diffusées dans un silence assourdissant. Jacques, brisé par la pression, admit avoir poursuivi Claire par racisme, sa voix tremblante révélant un homme déchu. Philippe, contraint par les preuves accablantes, confessa avoir manipulé le premier procès pour préserver son réseau de pouvoir. Chaque mot était une victoire, mais pour Claire, ce n'était pas assez. Elle se leva, autorisée à s'exprimer, et sa voix trancha l'air comme une lame. « Vous n'avez pas seulement volé ma liberté, » lança-t-elle, ses yeux rivés sur les accusés. « Vous avez piétiné la dignité de tous ceux que ce système écrase. Vous avez cru que votre pouvoir vous rendait intouchable, mais aujourd'hui, c'est votre honte qui est exposée. » La salle vibra d'une tension palpable, certains spectateurs retenant leurs larmes, d'autres murmurant leur indignation. Mais un coup de théâtre fit basculer l'audience. Une femme, ancienne greffière du tribunal, se présenta à la barre, tremblante mais résolue. Elle révéla avoir été menacée par Étienne pour détruire des preuves originales de l'innocence de Claire. Ce témoignage, corroboré par des documents fournis par l'Aigle, déclencha une onde de choc. Étienne, présent dans la salle, tenta de s'éclipser mais fut intercepté par la police sous les regards médusés. Claire, voyant son cousin menotté, sentit une rage mêlée de douleur. « Tu as choisi leur camp, Étienne, » dit-elle, sa voix basse mais tranchante. « Tu as vendu notre famille pour leur corruption. » Ce moment, où un proche devenait l'incarnation du système qu'elle combattait, amplifia sa détermination à ne jamais plier. Le juge Moreau prononça la sentence. Annulation de la condamnation de Claire, réintégration de son grade dans la marine, et poursuite contre Jacques, Philippe et Étienne pour faux témoignages, abus de pouvoir et obstruction à la justice. La salle éclata en applaudissements, mais Claire resta immobile, son visage de marbre. Cette victoire n'effaçait pas les nuits en cellule, les insultes racistes, les regards qu'il avait jugés avant même son procès. Elle quitta le tribunal sous un ciel gris, escortée par Antoine et Aïcha, désormais libre elle aussi. Dehors, une foule l'attendait, brandissant des pancartes à son nom. Mais Claire ne voyait pas une célébration, elle voyait une mission inachevée. Le système, bien que blessé, respirait encore, prêt à produire d'autres Jacques, d'autres Philippe, d'autres Étienne. Sa rage, loin de s'éteindre, se transformait en un serment, reformer ce système de l'intérieur
pour que plus jamais une voix comme la sienne ne soit étouffée. Dans le silence ouaté de son appartement lyonnais, où les lumières de la ville dansaient sur les murs, Claire Dubois contemplait l'horizon, un horizon qu'elle avait reconquis par sa rage indomptable. Le tribunal de Marseille avait rendu justice, lavant son honneur et réintégrant son grade dans la marine, mais les cicatrices de sa lutte contre Jacques, Philippe et Étienne restaient gravées dans son âme. La foule qui l'avait acclamé à la sortie du tribunal n'avait pas vu les nuits blanches en cellule, les insultes racistes, ni la trahison de son propre cousin. Pourtant, cette victoire n'était pas une fin, mais un serment enflammé de transformer un système corrompu. Réinstallée à Lyon, loin des tumultes marseillais, Claire reprit son poste de chef de la sécurité stratégique. Mais un soir, un courriel anonyme fit ressurgir sa colère. Un groupe d'officiers haut placés, liés à Philippe, complotait pour saboter sa carrière en relançant des enquêtes sur ses méthodes illégales. Ce complot, révélé par une ancienne détenue d'Aïcha, raviva en Claire une fureur froide. « Ils ne s'arrêteront jamais », murmura-t-elle, ses doigts crispés sur son bureau. « Ils veulent me réduire au silence, mais je serai leur cauchemar. » Cette menace, loin de l'abattre, la galvanisa. Elle contacta Antoine et le fantôme, qui piratèrent les échanges des conspirateurs, exposant leurs plans dans un rapport envoyé à la ministre de la Défense. Claire ne se contentait plus de servir, elle réformait. Elle forma des jeunes officiers, majoritairement issus des minorités, leur enseignant à défier l'injustice avec courage. Lors d'une cérémonie à la base navale de Toulon, elle reçut une médaille, mais son discours enflammé fit trembler l'Assemblée. « Ce système a essayé de m'effacer, mais je suis encore là, et je ne serai pas la dernière. » Sa rage, désormais canalisée, devint un phare pour ceux qui osaient défier l'ordre établi. Claire n'était plus seulement une soldate. Elle était une révolution, un cri vivant contre l'oppression, prête à bouleverser un monde qui refusait de changer.